Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines. Tranche de vie pour vous, les filles. Tranche de vie qui y a un lien avec le hockey féminin en plus. Je pensais que tu allais dire que tu as un autre pneu que gelé dans la glace puis que non, attendu sur la sur la 25. Non, ça, c'était l'année passée. Je suis content. Cette année, c'est pas encore arrivé. Je touche du bois. D'ailleurs, il n'y a rien qui est arrivé hier. Là. On s'entend dessus. Là. La tempête de glace qui annonçait, là, c'était pas... je pense qu'il y a des villes qui ont été touchées. À Montréal, oui, ça se peut. Là. Ça, tu as raison, Kim, à Montréal. En tout cas, moi, ça a été assez relax. Ils ont tellement mis ça pire que c'était que tout a été annulé. Puis finalement, tu te dis, mon Dieu, c'était pas si pire que ça. Hey. Le pire, c'était de déglacer les voitures. C'était ça, je pense, le plus compliqué. Journey devait faire un show au Centre Bell, puis ils l'ont remis. Ouais, Imagine à quel point, genre, on a pris panique avec ça. Bref, ma tranche de vie, c'était pas ça. J'ai un cousin à mon père, mon père est décédé il y a 12 ans, puis il était déjà un peu plus vieux à la base. Fait qu'il y a un de ses cousins qui est décédé, 95 ans, là, genre. Fait que, tu sais, moi et ma mère, on y va juste pour, tu sais, représenter mon père, dans le fond. Tu sais, c'est une famille que, tu sais, je la connais, la famille, évidemment, mais c'est pas une famille que je fréquente beaucoup, là, tu sais, les cousins ou les enfants des cousins à mon père et tout ça. Et j'arrive au salon et la première personne que je vois, là, en rentrant dans le salon, Claudine Douville. Et là, Claudine me regarde et elle me dit « Pat, qu'est-ce que tu fais là? » Et moi, je dis « Ben toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est ma famille. » Alors, le lien est le suivant. Les parents de Claudine étaient amis avec le cousin à mon père et son épouse qui est déjà décédée. Et puis, elle a grandi, genre, avec l'une des filles de ce couple-là. Donc, c'est une de ses meilleures amies. Ils sont comme 3 4 amis. Et là, on parle de ça, puis on va comme, elle connaît le même, elle connaît d'autres cousins, cousines à mon père par la bande, tu sais, parce qu'elle a beaucoup côtoyé cette famille-là. Puis à un moment donné, il y a des photos, il y a toujours une table avec des photos, tout ça. Puis là, il y a un album souvenir du 50e anniversaire de mariage de ce monsieur-là avec son épouse. C'était en 2003. Et là, Claudine, elle dit « Hey, Pat, viens voir ça. » Il y a la liste des invités de ce 50e-là. Elle dit « Tes parents puis mes parents étaient au même party. » Hey, ça, c'est drôle. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. C'est la dernière personne que je m'attendais à voir là. Oh là là. C'était très, très, très cocasse de voir Claudine là. Bref, le monde est petit, mais ouais, c'est ça. Donc, ça m'a juste bien fait rire. Kim, faut que je raconte ça aux filles sur le podcast. On est tous reliés. Comment t'as dit ça, Kim? J'ai dit, on est tous reliés d'une façon. C'est fou pareil, là, tu sais. Fait que c'était drôle. Puis il y avait du monde, là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un salon funéraire aussi plein, mais il y avait 5 ou 6 enfants, 14 petits-enfants, puis 26 arrière-petits-enfants. Fait que j'imagine ça fait du monde, là, tu sais, avec les conjoints, avec les amis, tout ça. Là. Pour vrai, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Bref, C'était mon anecdote de la semaine. Parlant de semaine, on va y aller avec notre joueuse. Un format un peu différent. Aujourd'hui, on n'aura pas de hot take, mais on va avoir des questions du public. Donc, bien, bien hâte de faire ça. Ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas fait, un gros bloc. Donc, on va garder ça pour un peu plus tard dans l'épisode. Commençons avec la joueuse de la semaine. Anne-So, ta joueuse de la semaine. C'est Alex Carpenter. Évidemment. Ben oui, c'est ma préf, hein, Mais, tu sais, je regardais le match d'hier quand ils ont joué contre Boston, puis je sais pas si vous avez vu le match, mais en fin de première période, elle a fait un tir du revers, puis à 5 secondes de la fin de la période, puis je me dis, là, elle se retrouve dans une situation où Hilary Knight n'est plus là, Anna Bilka n'est plus là, puis c'est elle qui doit amener son équipe à gagner, puis c'est ce qu'elle a fait hier. Mais non seulement hier, c'est qu'elle a, en 2 matchs, elle a 3 points. Malheureusement, dans la défaite contre Ottawa, elle a 1 but, 1 passe. Mais hier, j'ai trouvé que ça a été une compétition où tu as une équipe du Seattle qui est en bas de classement, qui perd des bons joueurs, puis là, bat la meilleure équipe au classement. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis, je trouvais ça important de souligner ses performances parce que, justement, en l'absence de
de grands noms, comme Hilary Knight et Anna Bilka, comme je mentionnais, ben, c'est Alex Carpenter qui a pris le flambeau puis qui a relevé le défi avec brio. Ouais, puis tu mentionnes Bilka. On a appris plus tôt cette semaine qu'Anna Bilka, non seulement a été placée sur la liste des blessés à long terme, mais elle est finie pour la saison, Anna Ouais. Bilka. Hey, c'est fou comment les Olympiques vont quand même avoir fait des ravages, là. Tu sais, tu mentionnes Seattle avec Knight et Bilka. Tu sais, Poulain, finalement, ça a été plus court qu'on pensait, mais il y a quand même eu plusieurs blessés là, qui sont sortis de ce tournoi-là. Ambrose, tu sais, au Kendall final, Coyne. Coyne également, tu sais, donc, mais fini pour la saison, imaginez, tu sais. C'est quand même assez fou. Bref, Seattle, tu regardes le classement, là. Rappelez-vous, là, qu'est-ce qu'on a dit au mois de septembre ou octobre? Vancouver, Seattle, comment est-ce qu'ils peuvent ne pas finir premier et deuxième? Et là, on est au tiers de la saison ou presque. Et ils sont les deux en dernière position, 7e pour Vancouver, 8e pour Seattle. Puis loin, là, Vancouver a 20 points, Seattle en a 19, puis Toronto, 6e rang, en a 25. Là. Fait qu'on est déjà à... Bon, Vancouver a quand même des matchs en main puis Seattle aussi sur Toronto. Mais quand même, là, les premières, c'est Boston avec 37 points. Là. C'est quasiment le double de Seattle. Le double! Mmh. Non, on s'attendait pas à ça. Hey, qu'on s'attendait. Comme quoi la chimie est plus importante qu'on peut. Pas qu'on peut penser, parce qu'il me semble qu'on sait que la chimie, c'est important, mais comme quoi c'est vraiment important. Là. Mais les équipes, ils ont fait vraiment une bonne job, là. Tu sais, oui, ils ont perdu des joueuses clés de leur équipe, mais ils ont été trouver d'autres joueuses pour remplacer. Tu sais, j'ai l'impression que tout s'est placé, puis là, il manquait des spots à aller combler, puis ils ont réussi à aller chercher des filles de d'autres équipes. Même chose dans le repêchage. Fait que, tu sais, Boston, tu sais, je veux dire, ils ont perdu vraiment des bonnes joueuses. On les voit aujourd'hui, ils sont premiers au classement. Ils font super bien. Montréal aussi, on avait, tu sais, je me souviens, là, quand l'histoire de l'expansion, puis ils sont venus chercher les joueurs, on était comme, oh my God, Montréal, on avait peur, puis finalement, ils performent très bien, Montréal. Là, ils ont été chercher des joueuses qui sont venus combler les trous qu'on avait besoin, puis tout le monde a leur rôle qui est déterminé, puis on avance avec ça. Fait que j'ai l'impression que les DG des équipes ont fait un excellent travail suite à cette expansion-là. Ben, tu as raison là-dessus, mais je me souviens aussi du discours de Brian Ledalski à Québec quand Vancouver est venu jouer contre Montréal, puis il disait, tu sais, la chimie tu sais, on n'a pas d'identité, on n'a pas d'ADN encore comme équipe, alors que, oui, les autres équipes ont perdu des joueuses, mais ils ont quand même une base. Tu sais, ils ont quand même un groupe de joueuses qui jouent ensemble depuis 3 ans ou à peu près. Et puis il y a un coaching staff qui est là aussi depuis le début. Donc, chaque équipe a cette identité-là, un ADN, ça paraît. Puis nous, on n'est pas encore rendu là parce que c'est notre première année avec un groupe de joueurs qui arrivent de partout ailleurs dans la ligue. Donc, ça prend un temps pour pour justement s'établir, pour la créer, cet ADN-là. Puis, c'est ce qu'on voit, tu sais. Puis tu parles de Montréal et de Boston, Kim, ben c'est les deux, on a maintenant le même nombre de matchs. Fait qu'on peut vraiment avoir un parallèle plus intéressant et Boston est juste 2 points en avant de Montréal. Là. 37 versus 35 avec 18 matchs de jouer. Ça veut dire que la prochaine victoire de Montréal combinée à une défaite de Boston ou une victoire en prolongation ou en tir de barrage du côté de Boston et Montréal passe devant Boston. Là. Puis ça, ce match-là, ça se joue dimanche. Là. Ouais. Dimanche, en fait, tu vois, Montréal bat Boston dimanche en temps réglementaire et Montréal passe premier. C'est quand même fou, là. C'est une équipe c'est un match important. Oui, c'est une équipe qui, il y a 2 mois, avait été une journée ou 2 en dernière position là, de la Ligue. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant, là, le revirement de situation de Montréal. Puis là, on est très, très bien placé pour les séries, autant Montréal que Boston, avec Minnesota et New York, là, qui sont les 2 autres équipes, mais c'est très serré. Là, entre Toronto, Ottawa, New York, là, il y a seulement 2 points là, qui séparent ces 3 équipes-là. Fait que ça va être un dernier tiers de saison assez
intéressant. Kim, ta joueuse de la semaine de ton côté? Ben moi, c'est Sarah Fillier. On se souvient, là, tu sais, l'année passée, à quel point qu'elle a dominé au niveau des points. Cette année, on la sentait un peu plus discrète. Tu sais, oui, on entend parler d'elle, mais pas comme on aurait espéré ou on s'attendait. Avec, tu sais, le contrat qu'elle a signé, la négociation, tout ça. Elle a beaucoup de passes, mais pas beaucoup de buts. Et puis, en fait, le match contre Ottawa, elle a eu 2 buts, 1 passe. Fait que, tu sais, c'est fou quand on compare les buts, là. Maintenant, elle a 3 buts. Elle avait seulement 1 but depuis le C'est début de fou, l'année. hein? Tu sais, quand on parle de Sarah Fillier, tu sais, on dit c'est la future Marie-Philippe Poulin. Fait que tu t'attends d'avoir beaucoup de buts. Mais cette année, son apport était plus avec les passes. Elle alimentait ses coéquipières. Puis c'est correct. Tu sais, on s'entend, ça prend du monde qui fait des passes pour avoir des buts. Mais là, j'ai l'impression que la tendance va peut-être changer. J'y souhaite. Mais je suis sûre que ça lui a fait extrêmement du bien avoir ces 2 buts-là dans le match là, contre Ottawa. Tu sais quoi? Je pense qu'il faut arrêter de dire ça. La Le future Marie-Philippe Poulin. Parce Ouais, que il n'y aura jamais une autre je sais. Marie-Philippe Poulin. Tu sais, je comprends le parallèle qu'on veut faire là, avec Sarah Fillier. Tu sais, est-ce que ça va être la prochaine superstar, la prochaine joueuse à dominer? Ben, peut-être. Mais il n'y aura juste jamais une autre joueuse comme Marie-Philippe Poulin. Non, t'as raison, t'as Ça raison. n'existera jamais, ça. Euh, Puis Fillier, tu vois, est rendu 11e meilleure pointeuse là, avec 14 points. Fait que, tu sais, elle revient là, graduellement dans le classement. Classement qui est maintenant dominé par Taylor Icy, là, qui a connu aussi là, une bonne semaine, là, qui est rendue à 19 points. Donc, c'est elle qui a 19 points en 17 matchs. Donc, c'est la seule en ce moment. C'est pas vrai. Oui, non, c'est pas vrai. C'est la seule qui a plus d'un point par match, en fait, en moyenne avec 1,12. Il y a Kendall Coyne, mais elle ne joue pas en ce moment, là, qui a 16 points en 15 matchs. Puis il y a Britta Curl qui a 17 points en 17 matchs. Fait que, il n'y en a pas beaucoup là, qui ont autour là, du point par match. Donc, Marie-Philippe qui a 16 en 17, Panek 16 en 17. Fait que oui, ça fait du bien de voir Sarah Fillier là, de retour. Puis New York va avoir besoin de Sarah Fillier s'ils veulent garder leur position puis faire les séries éliminatoires, ils vont avoir besoin de tout le monde. Là. Il y a Casey O'Brien, je pense, là, ça a été annoncé hier qu'elle a manqué l'entraînement. Je pense qu'elle était blessée. Là. Ça pourrait faire mal à New York si c'est plus sur du long terme que du court terme. Là. C'est quand même la meilleure pointeuse à New York, mais ouais, ils vont avoir besoin de Fillier. Moi, ma joueuse de la semaine, c'est Erin Frankel. On parle beaucoup d'Anne-Renée Desbiens, mais c'est un duel à 2 là, cette saison entre elle et puis Erin Frankel, qui a eu un blanchissage contre New York, puis qui a accordé juste un but contre Vancouver. Puis qu'est-ce qui arrive quand Frankel n'est pas dans le net? Ben, on l'a vu hier, une défaite. Ils perdent. Ben non, mais c'est vrai, hein, c'est Frankel ou rien. Puis c'est un peu le même problème à Montréal. Là. C'est des biens ou rien. Ouais. On voit les différences de performance entre les gardiens numéro 1 numéro 2 à ce niveau-là. Mais Frankel, c'est rendu une moyenne de 1,28. Ce qui est quand même une excellente moyenne, mais quand tu la compares à Anne-Renée puis son 1,06, c'est quasiment pas bon. Ouais. Elle a 12 victoires, c'est elle qui mène dans cette catégorie-là maintenant. Et puis, 4 blanchissages. Elle a le même nombre de blanchissages là, qu'Anne-Renée. Fait que, c'est une grosse saison pour Frankel. Médaille d'or olympique aussi, comme on le sait. Fait que ça va se jouer entre ces deux-là à la fin de l'année pour la gardienne de l'année, mais grosse semaine là, encore pour Erin Frankel. Ça va être tout un duel de gardiennes dimanche. Là. Pour vrai, là, Boston-Montréal, c'est toujours spécial, là, on le sait depuis l'année 1, mais ça va l'être encore plus, j'ai l'impression, là, avec ce. On va faire nos prédictions tantôt, là, mais j'ai pas l'impression qu'un de nous trois va prendre over 5,5 dans ce match-là. Je vous donne un in comme ça, là, j'ai pas l'impression qu'on va prendre over. Allons-y maintenant avec le moment de la semaine. Kim, est-ce que tu veux commencer ça? Ben moi, je vais y aller avec, on parlait de New York. Ben New York, ils font bien sur la glace, mais ils font bien aussi le côté de partisans. Ils ont battu leur record d'assistance avec 8246 fans dimanche. C'est une augmentation là, assez significative. Là. La dernière fois, il y avait eu 5132
en avril en 2024. Là, on est rendu pas loin de 2 ans plus tard. Là. Fait que on voit l'augmentation. Puis c'est quand même, c'est bon, 8 000. Là, on est habitué d'avoir ça à Montréal. À New York, c'est souvent, on parle plus entre du 2 000, 3 000. C'est pas mal notre maximum. Puis là, on a atteint 8 000. C'est excellent pour la région de New York. On se posait souvent la question, est-ce que New York devrait rester dans le marché parce que malheureusement, les partisans ne sont pas au rendez-vous? Mais là, cette année, pour vrai, ils nous prouvent le contraire. Là. Fait que tant mieux, en souhaitant que ça continue vers cette lancée-là. Mais on voit vraiment une belle augmentation, surtout cette année. Je ne sais pas si c'est l'effet des Olympiques aussi. Les gens, souvent on dit les gens sont intéressés aux 4 ans au hockey parce qu'avant ça, on ne sait pas ce que les filles jouent. Mais là, depuis cette évolution-là avec la LPHF, au moins, on a une ligue. Il y a sûrement aussi une très belle équipe qui fait du côté marketing pour attirer le plus de foule possible. Je ne sais pas comment ça fonctionne de leur côté, mais pour vrai, bravo, vous avez relevé le défi. Oui, non, ça change bien ce côté. C'est des bonnes nouvelles du côté de New York. Surtout en plus qu'on a annoncé que le Madison Square Garden était sold out. À Boston, le TD Garden aussi a été sold out pour le match contre la Victoire en avril. Mais pour revenir à New York, là, c'est quand même des bonnes nouvelles. Tu sais, leur moyenne d'assistance cette année, là, c'est 3 768 jusqu'à présent. Leur moyenne l'année passée, c'était 2 764. Fait que, c'est quand même 1000 partisans de plus. Vous allez dire, c'est pas dur à battre 2 764, mais il faut quand même le battre. La première saison, c'était 2500. Là. On est passé de 2500, 2700 à 3700. Il y a quand même, c'est une augmentation de 30 ou à peu près. Donc, c'est sûr, c'est significatif. Là, de voir un 8000 comme ça un dimanche, ben c'est sûr que c'est encourageant. Puis ça doit tellement être. Vous autres, vous avez joué là, dans devant des foules C'est quoi la plus petite foule que vous pensez que vous avez joué contre? Parce que, dans le temps de la CWHL, c'était pas du 8000, là. Ça devait être 20 personnes à Boston. Puis il y en avait 10 de Montréal. C'est ça, 20 personnes, mais il y a 10 personnes qui ont fait le voyage de Montréal pour venir nous encourager. C'était où à Boston, ça? Ouais. C'était l'enfer, là. Et puis il faisait froid dans cette arène-là. Oh là là. Ah non, je me souviens, les filles de Boston avaient des cagoules là, pour faire du skidoo, là, avaient ça en dessous de leur casse. Il faisait tellement froid. Moi, j'avais des petits gants magiques. C'était l'enfer. Même les vestiaires, il fallait aller dans leur salle de bain pour aller aux toilettes. Il fallait passer dans leur vestiaire pour aller dans les toilettes. C'était... Non, on s'entend, on a vraiment évolué. Là, aujourd'hui, les filles sont vraiment gâtées. Oui, il y a un TD Garden qui va être sold out là, comparé à 20 personnes. Là. Hey, ça, c'est fou. Moi, ça me rappelle, quand je jouais au hockey plus jeune, il y avait un aréna à Montréal. C'était le YMCA dans Hochelaga, ou en tout cas près d'Hochelaga, sur la rue Hochelaga carrément, pas loin du stade. Et cet aréna-là, il faisait tellement froid, on faisait juste pratiquer. Là, on ne jouait jamais. Mais fallait pratiquer avec nos tucs. Là. On avait nos tucs en dessous de notre casque. Les parents se gelaient, genre, ils n'étaient pas chauffés carrément. Là. Tout le monde qui a pratiqué dans cette arène-là, ça les a marqués. Parce que, genre, c'était la pratique où les parents étaient là le moins souvent, où ils attendaient dans le char en faisant marcher le char, puis ils revenaient vers la fin de la pratique tellement qu'il faisait froid là, dans cette arène-là. Il fallait être des combinaisons, il fallait être des trucs. C'était désagréable. Mais on a joué un tournoi avec Anso la semaine passée, puis je me souviens plus quelle arena ou Peranto tu pourras enchaîner, mais Anso me disait que ça a été rénové, mais cette arène-là, avant, elle avait comme pas de mur. Là. C'était l'air de l'extérieur qui passait. Là. Ah ouais? C'était où ça? C'était à LCC. Il y avait c'est quoi, LCC? Lower Canada College. C'est sur la rue Sherbrooke. Proche de la rue Sherbrooke. On va dire entre Descaries puis l'aréna de Concordia, si on peut situer les gens. Ouais. Mais je me rappelle, moi, je jouais à l'école secondaire, puis il y avait des oiseaux qui volaient à l'intérieur. C'était comme, bon, ben, OK. Fait que quand j'ai joué en fin de semaine, je me suis dit, ouais, l'aréna a complètement été rénovée, puis c'est ça, pour le mieux. C'est une belle aréna. Mais c'est ça. Fait que pour revenir à New York, c'est quand même très encourageant. Hey, je sais pas si vous avez vu le match ou des séquences de ça. Il est arrivé quelque chose durant le match New York et puis Boston, où à un moment donné, Kaylee Osborne, c'est un moment vraiment weird. T'sais, moi, j'écoute le match. Puis à un moment donné, Kaylee Osborne, il y a comme une pénalité qui est appelée. Osborne, New York touche au puck.
Puis les arbitres ne sifflent pas. Alors, Osborne pense que c'est une punition contre Boston, s'en vient au banc, et là, Boston s'empare de la rondelle, puis les arbitres ne sifflent pas. Parce qu'ils ont appelé la punition contre New York. OK. Mais New York a touché au puck, puis personne n'a rien dit. Alors, Boston s'amène en zone adverse, il n'y a plus de goalers. Puis je pense que c'est Klug qui l'a mis dedans. Un filet désert, écoute, sa face elle était gênée d'avoir marqué un but. Et là, évidemment, ils ont été au replay. Écoutez bien ça. Fait que l'arbitre a manqué le call sur New York qui a touché au puck. Oui, j'ai vu. Oui, Pendant ce temps-là, Osborne, elle, s'en vient au banc. Là, en s'en venant au banc, Boston prend la rondelle, mais comme fuck, qu'est-ce qui se passe? Elle vient pour retourner devant son filet. Et au même moment, il y a l'autre joueuse qui avait embarqué sa patinoire. En fait, là, New York s'est fait pogner avec une joueuse de plus à la glace. Et ils ont donné une punition. En fait, ils ont annulé le but parce qu'il y avait un stoppage qui avait été manqué. Mais ils ont donné une punition pour 3 autres joueuses sa patinoire à New York. Je suis comme fait, mais comment débiles ils sont? Je comprends pas. Fait qu'ils n'ont pas donné la punition initiale. Ils ont donné la punition. Ils ont donné la punition. Oh, ils ont donné la punition Ils ont initiale. 2 punitions. Il y a eu un 5 contre 3. Mais le trop de joueurs sur la patinoire, là, il est carrément là juste à cause de la confusion de l'arbitre qui a manqué son call. Ouais. J'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? S'il n'y a pas de confusion, là, si l'arbitre, il siffle au moment où New York touche au puck, New York n'envoie pas une joueuse de plus à la patinoire, là, mais ils ont quand même donné la punition. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est un fou. Vraiment, il aurait dû donner le but. Non, ils n'ont pas donné le but. Non, je sais, mais il aurait dû. Si tu donnes la punition, on donne le but. Ben, je veux dire, rendu là, je comprends plus ce qui se passe, là. Honnêtement, l'arbitrage, là, c'est des fois compliqué dans la LPHF cette saison. Puis, mais pour vrai, c'est... Non, mais on n'a pas parlé beaucoup cette année, là. C'est une bonne chose, là. Ben, on n'a pas parlé beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas arrivé des affaires. Je pense qu'on n'a juste pas parlé. Parce que, tu sais, entre ça et les reviews que les arbitres font à tout bout de champ pour être sûr que le but est correct ou pas, je pense qu'ils revisitent plus de buts que s'ils avaient gardé les challenges de coach. Tu sais, fait que, mais bref, au final, ça a juste... Pour vrai, là, c'est une séquence surréelle, confuse. Elle est disponible en ligne, là, vous allez la voir. Là. Pauvre Kelly Osborne ne comprenait plus ce qui se passait. Pas la seule. Ben non, exactement. Bref, ça a été ça a été ça. Anso, ton moment de la semaine, toi? Je vais y aller du côté du Minnesota du Lutre avec notre chère Ève Gascon, qui a été nommée gardienne, finaliste en fait pour gardienne de l'année, qui est, je crois, sa 2e année consécutive. Puis je trouve que c'est une belle reconnaissance de sa force de caractère parce qu'on le sait, elle n'a pas été sélectionnée pour les Jeux olympiques. Puis, tu sais, d'avoir eu une saison comme ça, surtout après les Olympiques, je me rappelle un des matchs qu'elle a joué, je pense qu'elle avait fait un blanchissage où elle avait alloué un but puis ça avait été en tir de barrage. En tout cas, elle avait été vraiment la meilleure joueuse de cette journée-là. Puis tu sais, quand on regarde au niveau de ses statistiques, là, c'est 943 d'efficacité. C'est 10, ça c'est le meilleur pourcentage d'efficacité, puis 10 blanchissages. Donc, pour le 2e, le plus, en fait, le second most, là. Avec le 2e plus de shout-out, là, en français, là, en tout cas. Elle arrive au 2e rang. Elle arrive au 2e rang. Exactement. Puis, c'est ça, mon cerveau est un peu fatigué ce matin, vous pouvez voir. Mais c'est ça, puis je trouve que c'est quand même vraiment une belle force de caractère, puis on l'a mentionné à quel point Ève Gascon, c'est la relève pour Équipe Canada. Puis j'ai vraiment, je trouve qu'en tout cas, j'espère qu'elle va gagner parce qu'elle mérite. Encore une fois, ça fait 2 fois de consécutif là, qu'elle est finaliste. Puis c'est ça. Fait que je lui souhaite, notre petite fille de Mascouche, là, elle mérite ça, là. Puis on devrait le savoir dans une semaine. Là, ça va être pas ce week-end, mais le week-end prochain qu'on... Oui, exactement. Habituellement, on sait là, les récipiendaires des différents prix durant le Frozen Four, si je ne m'abuse. C'est le championnat universitaire de la NCAA qui est le même week-end que le championnat
universitaires canadiens également. Là, donc, j'imagine qu'on va avoir les réponses à ces questions-là la semaine prochaine. Elle a été nommée gardienne, on l'avait mentionné d'ailleurs sur le podcast, gardienne de l'année dans la WCHA, dans sa conférence, pour une deuxième année consécutive également. Donc, tu sais, c'est une grosse année pour Ève Gaston. Non, je pense qu'elle avait. En fait, je ne suis pas sûr si elle avait été nommée gardienne de l'année dans la WCHA l'année passée. Je pense que oui. Mais bref, une grosse année pour elle. Puis elle est Ben, finaliste, ça en dit fait. pour une deuxième saison consécutive. Ah ouais. Voyons, ça va avec les deuxièmes, Anso? Second Ouais, most. Dis second most. Mais ben, c'est parce que je lis un article en anglais, puis la traduction, elle se faisait pas immédiatement. Là. tu vois, c'est ça qui arrive quand tu travailles pour Sportsnet, pour Prime, pour TVA Sport, puis tout ça en même temps, c'est ce qui Non, arrive. c'est ça qui arrive quand t'as une grippe d'homme, là, comme vous dites, vous autres. Là. C'est la fin du monde, puis... Elle est en nomination avec Felicia Frank du côté de Quinnipiac, qui a été nommée gardienne de l'année du côté du ECAC, et Tia Chan du côté de Yukon, qui a aussi été nommée, elle, gardienne de l'année du côté du Hockey East. D'ailleurs, elle a fait gagner le championnat à son équipe. 57 arrêts en finale contre Northeastern la semaine dernière. Donc, grosse saison aussi pour Tia Chan. Puis, tu sais, juste pour ceux qui sont moins familiers avec ça, tu sais, dans le passé, mettons, là, le gardienne de l'année dans l'NCAA, tu as Aaron Frankel qui l'a gagné à 2 reprises, puis tu as Gwyneth Phillips qui l'a gagné également. Donc, tu sais, c'est habituellement pas des pieds de céleri là, qui remportent ce prix-là. L'an dernier, c'était Ava McNaughton qui est la gardienne de but du côté du Wisconsin. D'ailleurs, ça va être la grosse compétition à Ève Gaston en 2027 pour le repêchage de la LPHF. Là, McNaughton et elle, ça va être les deux meilleures gardiennes disponibles, j'ai l'impression, pour le repêchage de 2027. Chan, elle est disponible dès cette année, là, en 2026. Donc, oui, on va souhaiter bonne chance à Ève, qui participera également dans le tournoi éliminatoire pour le championnat de la NCAA. Là. Il y a plusieurs Québécoises là, qui vont se retrouver, dans ce championnat-là. Il y en a 7 là, au total. Là, je vais les nommer rapidement. Naomi Boucher, qui a joué dans la Ligue 3 contre 3 cet été ou l'été dernier du côté de Yale. Tu as évidemment Ève Gaston avec Minnesota du Lutte. Tu as Mégane Duchesne-Chalifou à Yukon. Laurence Frenette à Quinnipiac. Sienna D'Alessandro à sa première année avec Minnesota. Héloïse Caron avec Northeastern. Et puis, évidemment, Marianne Picard qui va tenter de remporter un 3e championnat de la NCAA avec Wisconsin. Wisconsin et Ohio State avec les deux équipes à surveiller comme c'est à l'habitude. Je vais rester dans le niveau universitaire, les filles, parce que Concordia a battu tes Carabins, Kim. 2 matchs à 0. C'était drôle parce que, tu sais, on la connaît, Jessie Maud, puis on sait comment est-ce qu'elle peut être confiante en elle. Puis j'étais au match jeudi j'étais au match jeudi à Concordia, puis je lui parlais après le match. Puis elle dit, t'es-tu là demain? Je dis non, je peux pas demain. Elle dit, bon, on se reverra pas de bord parce qu'il n'y aura pas de match dimanche. J'ai comme fait, bon, OK, shots fired. Mais tu sais, je pense que Concordia avait cette drive-là cette année là, de vouloir se reprendre pour leur défaite contre Bishops, puis là, leur tournoi un peu plus ordinaire là, aux nationaux. C'est la dernière année de Jessie Maud, d'Émilie Lavoie, de Jordan Verbeek, de Zoé Thibault. Puis je pense que les filles voulaient vraiment aller gagner ce tournoi-là. Puis le premier match, ça a été un peu plus à l'avantage de Concordia, mais le deuxième match, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a été serré. Là. Le match de samedi, là, Audrey-Anne Veillette qui a marqué le premier but en début de 3e période. Il n'y a pas eu de but dans les 2 premières périodes. Là, Veillette marque, puis il a fallu que Concordia revienne de l'arrière à 2 reprises. Puis c'est Émilie Lucier là, qui a marqué le but vainqueur. Quelle série elle a eu? 8 points. Émilie Lucier. Tu sais, les gros canons, ils ont été là pour Concordia. Là. Tu sais, Lucier a eu 8 points, Drapeau en a eu 6, Émilie Lavoie a eu 3 buts. Tu as la recrue Juliette Leroux qui a sorti sa coquille un peu aussi avec
avec 5 points en 4 matchs. Donc, non, ça a été de super bonnes séries. La bonne nouvelle là-dedans, évidemment, c'est que Montréal était déjà assuré d'aller aux championnats nationaux. Puis je pense qu'ils ont démontré dans ce match-là, les Carabins, qu'ils sont capables de compétitionner avec les Steniers. Là. C'est pas. Tu sais, l'écart n'est pas tant là quand les Carabins jouent le système de jeu qu'elles sont capables de jouer. Je pense que ça va être intéressant si jamais on s'affronte là, aux nationaux entre Montréal et Concordia. Là. Espérons que ce soit le plus loin possible, là, parce que tu ne peux pas voir une équipe du Québec éliminée trop rapidement. Mais ça va être intéressant à suivre. Là. Puis, je veux mentionner, parce que je pense que les gens ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne. Je trouve ça intéressant. Ça a beaucoup changé. Hein, ça a changé cette année, en fait, la façon de participer aux championnats nationaux. Avant, il y avait 2 équipes par conférence. C'était la conférence de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, puis l'Ouest canadien. Puis là, depuis cette année, ça a changé. Fait, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on regarde 3 années en arrière et on accorde, il y a un système de points qui est attribué selon les performances de la meilleure équipe représentant la conférence au championnat national. Alors là, tu accumules des points et basé sur ces points-là, les 3 conférences qui vont aller chercher le plus de points vont pouvoir envoyer une équipe de plus. Donc, dans le fond, les 4 gagnantes des séries éliminatoires dans chacune des conférences s'en vont aux nationaux. L'équipe haute a sa place garantie également. Et les 3 autres, c'est selon le nombre de points basés sur les 3 dernières années de résultats aux nationaux. Et là, le Québec est bien positionné parce que le Québec a juste 4 équipes. Fait en ayant 4 équipes, ben, tu sais, c'est sûr que tu en envoies 2, c'est la moitié de ta ligue. Mais avec ce système de points-là, ben, et les victoires des dernières années de Concordia puis de Bishop, là, je veux dire, les 2 dernières années, c'est quand même une université québécoise qui a eu le championnat. Puis l'année d'avant, Concordia avait perdu en finale. Fait on est très, très bien positionné. Fait que ça permet d'avoir cette année 2 équipes. Ça va permettre d'avoir 2 équipes aussi l'année prochaine à cause du championnat de Bishops puis Concordia qui va encore compter dans les 3 dernières années. Fait que ça, c'est très avantageux pour le RSEQ. La conférence, en fait, qui est COP cette année, c'est ta conférence, Kim, c'est l'Atlantique. Ouais. L'Atlantique va juste envoyer une équipe. Fait que dans le fond, l'Ontario est sûr d'envoyer 3 équipes parce que dans le fond, l'Ontario a l'équipe haute qui est Waterloo. Puis Ottawa et Guelph, donc les GGs qui vont être aux championnats nationaux, les GGs qu'on avait dans la conférence du RSEQ auparavant, sont en finale avec Guelph, donc on est sûr d'aller du côté des nationaux. UBC et Manitoba sont sûrs d'y aller aussi. Puis du côté de l'Atlantique, ben, la 3e partie, c'est demain. C'est soit UNB ou c'est soit Saint-FX. Alors, ça va ressembler à ça. Puis, juste mentionner, là, parce que moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de Grace Elliott là, comme étant le meilleur espoir en provenance du U-Sports. Et, vous le savez, là, on a quand même beaucoup poussé pour que, bon, finalement, Jessimo Drapeau soit reconnu, je pense, dans cette liste-là à sa juste valeur. Et je parlais tantôt de Drapeau avait connu quand même de bonnes séries, là, 6 points en 8 matchs. Grace Elliott du côté de UBC, puis ils sont puissants, UBC, là, je ne leur enlève pas ça. Mais 1 but, 1 passe en 4 matchs, Grace Elliott lancé. Tu sais, je ne sais pas ça va ressembler à quoi aux nationaux, mais c'est quand ça compte qu'il faut que tu lèves ton jeu d'un cran. Tu sais, c'est bien beau la saison régulière, mais c'est quand ça compte. Puis Elliott, même si son équipe a gagné, ben, elle n'a pas nécessairement connu de bonnes séries, statistiquement parlant, tout le moins, là, jusqu'à présent. Fait, je pense que ça va être un tournoi qui va être intéressant la semaine prochaine de suivre les Carabins et les Steniers. On va pouvoir vous en reparler. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ben, on va y aller avec les questions. Les questions du public, parce que vous avez été nombreux à nous écrire et à nous poser des questions. On va essayer d'en passer le plus possible. Alors, j'y vais, puis n'importe qui peut répondre ou si vous avez quelque chose à répondre, là, j'ai pas réponse à tout nécessairement. Puis on va y aller avec j'allais dire une facile, mais qui va peut-être soulever un peu les réactions et les passions. Qu'est-ce que vous pensez du LT Scratch de Catherine Dubois? Ben moi, je pense que c'est sûr que
qui est difficile dans une situation comme ça, c'était, tu sais, on avait vu auparavant Alex Labelle qui avait été anti-scratch pendant 2 matchs. Là, tu remets Alex, tu enlèves 4, l'équipe performe bien. Fait que là, tu te dis: «Ben, est-ce que je change mon alignement? Parce que là, mon équipe a bien performé». Puis je pense que c'est plus ça, c'est pas nécessairement pour la punir, c'était plus pour dire: «Ben, on a aimé comment l'équipe a joué. Ben, on a décidé de garder la même formation». Puis moi, je m'attends que pour ce match, de dimanche, avec justement la pause qu'il y a eu je pense que c'était 12 jours, là. En tout cas, c'était quand même assez Ouais, long comme pause, là. ouais. Je pense elle va revenir dans l'alignement. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je vois pas ça nécessairement comme une punition. C'est sûr que c'est frustrant en tant que joueuse de ne pas pouvoir jouer parce que c'est ce que tu veux faire. Mais je pense que c'était plus la philosophie de dire, ben, on a aimé l'alignement, on a aimé comment qu'on a joué, mais pourquoi changer une recette qui fonctionne? Kim? Non, mais puis dans toutes les équipes, malheureusement, tu sais, il doit en avoir, tu sais, là, ça tombe que c'est 4, puis on l'aime, puis c'est une Québécoise, puis, tu sais, les partisans l'aiment, là. Moi, des fois, je suis au match, puis ils sont comme: «Elle est où Dubois? Elle est où Dubois? Ouais. C'est ma préférée», tu sais, on le sait à quel point les gens sont fiers d'elle, c'est des fans de Kat, puis on aime ça la voir parce qu'elle a un physique aussi, tu sais, surtout quand ils l'utilisent, à son avantage, là, tu sais, qu'elle soit devant le filet, puis elle est quand même robuste, c'est un jeu physique, mais malheureusement, tu sais, si c'est pas elle, ça va être une autre. C'est comme ça fait partie de leur job maintenant. Ils savent dès le départ quand ils signent le contrat, puis, tu sais, on souhaite pas une blessure à quelqu'un, mais des fois, il peut arriver quelque chose dans l'alignement, il y a de quoi qui fonctionne pas, puis elle va avoir sa place. C'est sûr qu'aussitôt qu'ils vont la réintégrer, ben, il faut qu'elle saisisse l'opportunité tout de suite parce que c'est facile de la ressortir après, là. Mais je suis pas inquiète pour elle. Quand elle va avoir l'opportunité, elle va vouloir manger les bandes parce que ça fait quelques matchs qu'elle a pas eu la chance de jouer. Fait que je suis pas mal certaine qu'elle a hâte de remettre, le chandail pour revenir dans l'alignement, là. Ouais, non, je suis d'accord avec vous 2. Puis, tu sais, Anso, c'est ça. Quand l'équipe gagne, c'est toujours plus difficile critiquer l'alignement du coach ou de la coach parce que justement, l'équipe gagne. Fait que c'est facile de dire, ben, tu sais, moi, pour l'instant, je vois pas pourquoi je ferais des changements. Puis c'est sûr que ça aide pas non plus, tu sais, si on regarde, mettons, tu sais, sa saison jusqu'à présent, en 12 matchs, ben, elle a pas réussi à noircir la feuille de pointage. Tu sais, c'est aucun but, aucune passe. Fait que c'est sûr que ça donne pas des outils non plus pour convaincre un entraîneur de dire, ben, hey, il faut absolument mettre 4 dans l'alignement. Puis comme tu dis, Kim, ben, on va souhaiter que lorsqu'elle va avoir cette opportunité-là, ben, qu'elle puisse justement, si c'est pas en s'inscrivant au pointage, ben, par son jeu physique, tu sais, elle a une moyenne de jeu de 9 minutes jusqu'à présent cette saison. Tu sais, ça ressemble beaucoup aux joueuses qui sont sur le troisième, quatrième trio de l'équipe. Mais c'est sûr que quand son tour va venir, il va falloir qu'elle saisisse cette opportunité-là. La prochaine cohorte au repêchage est largement dominée par les Américaines avec Caroline Harvey, Janicki, Sims, Edwards, Murphy, etc. Pourtant, si on compare ces cohortes lors du championnat U18, elles n'ont pas dominé côté points autant qu'elle domine dans la NCAA présentement. Entre autres, Caroline Harvey a aucun point en 2 apparitions à ce tournoi-là. Qu'est-ce qui explique cette éclosion? Est-ce qu'on sous-estime l'impact sur le développement des joueuses et de leur présence au championnat du monde? Ce sont toutes des joueuses là, qui sont arrivées très jeunes avec l'équipe américaine. Est-ce que ça a plus d'impact qu'on pense? Ben, moi, Vas-y. je pense que c'est sûr, le plus que tu es exposé aux meilleurs, tu vas devenir meilleur. Tu sais, je veux dire, si tu t'entraînes avec les meilleurs, tu vas prendre leur façon de faire dans le gym, même chose sur la glace. Fait que, oui, c'est sûr que tu vas te développer. Puis nous, au hockey féminin, tu sais, souvent, on prend l'histoire à Anso comme exemple. Mais on a notre. Tu sais, c'est pas nécessairement à l'âge de 17, 18 ans qu'on va dominer. Ça va être plus tard, quand on est un petit peu plus vieille, c'est là que les filles qui dominent vont avoir leur, comment je pourrais dire, là, Leur pic. exactement. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qui arrive présentement, tu sais. C'est sûr que je ne sais pas comment ils fonctionnent aux États versus au Canada pour le développement nécessairement, tu sais. On n'est pas là à l'interne, mais c'est sûr que d'être exposé
à des, tu sais, Kendall, Hilary Knight, Carpenter, ben c'est sûr que si t'es jeune, c'est tes modèles, tes vois aller, tu veux faire la même chose qu'eux, fait que ça va aider pour le développement, ça, c'est sûr et certain. Ouais, Anne-Sophie, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non. Non, ben c'est ça, tu sais, je suis d'accord avec toi, Kim. Je pense que faut faire attention, tu sais, c'est pas à 16 ou à 17 ans nécessairement. Tu sais, oui, tu sais, puis à l'inverse, là, tu as du talent qui vont dominer à 16, 17 ans, puis qui n'auront pas la même domination par la suite lorsqu'ils vont arriver dans la NCAA ou lorsqu'ils vont arriver dans les compétitions internationales. Donc, je pense que ça va dans les deux côtés. Mais oui, les performances en U18 ne sont pas nécessairement toujours représentatives de comment la joueuse, un, va se développer et deux, va continuer à performer. Des questions sur l'alignement de la victoire. Je ne comprends pas l'utilisation de de Nicole Gosling sur la première vague d'avantages numériques et à 3 contre 3, puisque à chaque match, elle oublie ou échappe plusieurs fois la rondelle à la ligne bleue de l'autre équipe, ce qui occasionne des échappées tout en cassant le rythme du jeu et le contrôle de la rondelle. Mon Dieu, c'est assez précis. Nous l'avons vu au moins 2 fois en particulier lors du 3 contre 3 au dernier match. Anso, toi qui a justement analysé le dernier match, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Le dernier match, il est quand même loin, là. Mais sur la saison de Nicole Gosling, de Non, façon ben, générale, de moi, son j'ai trouvé, utilisation? honnêtement, je l'ai trouvé, puis elle a eu une mention d'aide de mémoire sur l'avantage numérique. J'ai trouvé que depuis l'absence d'Ambrose, que Gosling performe mieux. Elle a pris, tu sais, ça a été la première qui a été repêchée par Montréal. Donc, cette confiance-là, elle l'avait des entraîneurs. Mais l'adaptation de son arrivée dans la LPHF a été pour moi très longue. Puis je ne sais pas si c'était du fait qu'on se mettait un peu plus sur des béquilles, le fait qu'on jouait avec Ambrose, on voulait plus donner la rondelle. On n'avait pas la Nicole Gosling qui a évolué à l'université. Puis là, en l'absence d'Ambrose, j'ai l'impression que là, elle commence à se trouver, elle commence à prendre plus confiance, on lui donne beaucoup plus de temps de glace, plus de responsabilités. Puis on s'entend que d'échapper la rondelle, ça arrive. Là, je ne sais pas exactement, il faudrait que je regarde la vidéo puis de regarder, là, mais le hockey, c'est un jeu d'erreur. Là. Puis d'un autre côté, c'est que c'est qui tu mets. Fait que c'est sûr et certain que je pense que Gosling est une jeune joueuse, puis c'est ce qu'on veut faire. On veut lui donner du millage pour qu'elle apprenne à vraiment devenir cette corps arrière-là de cette équipe. Puis si on a vu en elle un premier choix au repêchage, c'est qu'on a vu des belles choses que, justement, il ne faut pas oublier que cette adaptation entre la NCAA puis ou n'importe quel niveau universitaire et la LPHF, il y en a un gap. Puis c'est ça. Fait que j'ai trouvé que depuis le retour des Olympiques, malgré peut-être le commentaire qui a été fait, moi, j'ai trouvé qu'elle a été beaucoup plus solide que dans la première moitié de la saison. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui éventuellement, tu sais, va aussi, tu sais, continuer à performer avec l'équipe nationale. Tu sais, elle n'a pas été choisie pour les Olympiques, mais je pense que plus elle va gagner en maturité, puis plus elle va gagner en expérience dans la LPHF, tu sais, on va la revoir avec l'équipe nationale également. J'ai croisé Ren Ambrose au match de Concordia et des Carabins jeudi dernier. Puis elle me disait justement que, tu sais, en fait, elle m'a pas dit ça exactement comme ça, mais ce que j'en ai conclu, c'est qu'elle devrait pas. On devrait la revoir relativement bientôt là, sur la patinoire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Là. C'était pas. Tu sais, je serais pas, en fait, je serais pas surpris de la revoir en uniforme dimanche. Je vais aller à l'entraînement demain. Là. Il n'y a pas eu d'entraînement hier à cause. Parce que, bon, tout a fermé hier. Là. Mais il n'y a pas eu d'entraînement, mais il y a un entraînement demain. Fait que, tu sais, je vais peut-être avoir un peu plus de réponses sur justement Ambrose, aussi sur Kat Dubois. Donc, je vais vous suivrez mes réseaux sociaux pour en apprendre davantage là-dessus. Mais si ce n'est pas dimanche, je pense que ça ne sera pas une absence là, qui va trop s'allonger du côté d'Erin Ambrose. Ce serait une bonne nouvelle pour l'équipe. Autre question, que pensez-vous de l'utilisation d'Amanda Bouillier lors des désavantages numériques contre des équipes comme New York, par exemple, qui vont placer des joueurs de grand gabarit
de chaque côté du but. Puis on le voit aussi avec, mettons, Seattle, avec des filles comme Knight puis Gosling. C'est quoi l'avantage de mettre une plus petite, c'est ça, j'imagine qu'on veut dire, là, une plus petite joueuse, une joueuse de plus petit gabarit dans ces situations-là? Ben, Vas-y, Kim. je pense juste que, tu sais, on n'a pas non plus, beaucoup de choix malheureusement. Tu sais, les defs de Montréal, je te dirais, c'est une moyenne, là, sont pas extrêmement grandes non plus. Fait que peu importe la fille qu'on va mettre, j'ai l'impression que une Knight va être plus grande, une Gosling va être plus grande aussi. Tu sais, Boulier, c'est une petite fatigante, là. Elle est forte, elle va trouver une façon de la tasser. Je veux dire, moi, que je sois 2 têtes de plus qu'Anso, je suis dans le coin contre Anso, elle me pitch à terre. Je veux dire, à un moment donné, il y a la force aussi à travers tout ça, c'est pas à cause de la grandeur. Puis le but, c'est de box out, fait que, tu veux pas non plus empêcher, ta gardienne de voir la rondelle. Fait que tu veux enlever la fille de l'autre équipe devant le filet pour que, ta gardienne soit capable de tracker la rondelle puis d'arrêter. Fait que je vois pas un désavantage. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu prends toujours, tu sais, Ambrose, elle peut pas jouer partout. Tu as besoin d'au moins 2 paires de défense en désavantage numérique. Si tu as des filles qui jouent aussi en avantage, en désavantage, puis sont toujours sur la glace, un moment donné, tu sais, il faut qu'il y ait une rotation, là. Est-ce qu'on aimerait qu'elle soit plus grande? Ça, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, c'est un petit gabarit, mais ça l'empêche pas qu'elle est extrêmement forte. Fait que pour moi, je vois pas de problème. Mais c'est ça. Ouais, non, moi non Il y a plus. Puis, tu d'autres sais, t'as une Katie Tabin qui joue déjà 21 minutes par match. Tu sais, Ambrose, on le sait, elle est souvent là. Puis, tu sais, Flaherty joue 18 minutes. T'as DJ Lamo qui joue 18 minutes. Puis, je regarde le temps de glace de Boulier, ça tourne autour du 16 minutes. Donc, c'est quand même pas celle qu'on utilise le plus non plus. Puis, les autres défenseurs que j'ai nommés ont un plus fort gabarit. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi, à un moment donné, Boulier se retrouve devant le net en désavantage numérique? Tu sais, moi, je pense que ce que tu as donné comme réponse, Kim, ça se tient très, très bien. Moi, j'ai pas de problème d'avoir une Amanda Boulier là, dans cette position-là. Autre question sur une défenseuse de la Victoire, Kellyanne Nadeau et sa non-utilisation. La Victoire manque de joueuses de défense droitière et on l'a mis en réserve. Depuis, on signe Jack Winto. J'ai rien contre la joueuse, mais Nadeau a plus d'expérience que Jack Winto. Si Montréal donnait autant de temps de glace à Nadeau, son développement serait peut-être un peu meilleur. Bon, j'ai peut-être une réponse à donner là-dessus. Moi, de ce que je comprends, c'est c'est peut-être au niveau du patin qu'on favorise Jack Winto sur Kellyanne Nadeau. Elle est plus rapide. Puis je pense que c'est ce qu'on priorise à ce moment-ci du côté de la Victoire. À tort ou à raison, là. Moi, je pense que Kellyanne Nadeau a sa place dans la Ligue et a une place, devrait avoir là, une place plus régulière dans un top 6. Puis avec 4 nouvelles équipes l'an prochain, ben, je pense qu'elle va trouver cette place-là. Mais bon, présentement, je pense que c'est à ce niveau-là là, qu'on les différencie du côté du coaching staff là, de la Victoire de Montréal. Parlant d'expansion, si la LPHF augmente son nombre d'équipes l'année prochaine et passe à 12 équipes, quel devrait être le format des séries éliminatoires? C'est une bonne question, ça. Bonne question. Parce que 12 équipes, tu ne peux plus juste en avoir 4. Faut Non, que tu aies un pense tournoi. c'est 8, là. Toi, tu irais à 8? Ouais, 8 équipes, moi. Ah ouais. 8 équipes avec, tu sais, des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, finale, des séries un peu plus longues. Tu gardes-tu, est-ce qu'on garde la formule 2-3 pour les premières séries ou en fait, présentement, c'est-tu des 3 de 5 en ce moment? Oui. Je Ouais, me il me semble que trompe-tu? oui. Ouais. Mon Dieu, on Euh, dirait que je me souviens pas à On quoi dirait que j'ai un ressemble. blanc, moi aussi, hein. Moi aussi. Il me semble, Mais c'est sûr que c'est ça, plus que des 2-3, là. c'est un 3 de 5. Ouais, il me Ouais. semble que c'est un 3 de 5, hein? Oui, il me semble aussi que c'est un 3 de 5. Bref, est-ce qu'on change ça à 2 de 3 ou on garde ça pour la première ronde, puis on y va avec des 3 de 5 à partir des quarts de finale? Non, moi, je garderais toute la même affaire, là. 3 de Ouais. 5 tout le long? Ouais. Ça, ben, c'est une saison qui pourrait s'étirer jusqu'au mois de juin, là.
Mais Mais c'est qu'il si on faudrait commençait commencer plus plus tôt. tôt, on serait correct, là. Mmh. Tu veux dire vous voulez dire commencer la saison plus tôt? Ouais, en septembre comme tout le monde, hein. Septembre-octobre. Ouais, octobre. Habituellement, la LNH, c'est octobre. Ben là, tu sais, déjà, si on pouvait commencer, ouais, mais ils ne commenceront pas plus tôt la saison parce Je qu'on sais, veut mais commencer la saison après le championnat du monde. Le but de placer le championnat du monde au mois de novembre, c'est de le faire avant le début de la saison. Fait que j'ai pas l'impression que ça va changer. Fait que ça veut dire qu'on va quand même garder, tu sais, un calendrier qui va commencer quelque part en novembre. Puis, mais par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus une pause. Tu sais, comme là, ouais. cette année, là, on a eu une pause d'1 mois. Puis la saison se finit quoi? Début mai, à peu près, là, si je vais de mémoire, là. Fait que la saison se finit début mai, 25 avril, en fait, que la saison se termine. Fait que, tu sais, les séries, ça prend à peu près, 2 semaines, 2 à 3 semaines. Si on ajoute 4 nouvelles équipes en série, il faut au moins ajouter un autre 2 semaines à ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être un mois, un mois et demi. Si on finit fin avril, on finit quelque part fin mai, début juin. Mais ça, c'est avec un calendrier où on a eu un mois de pause. Là, si on n'a plus le championnat du monde, puis on n'a plus les Olympiques dans les années non olympiques, ben là, on peut raccourcir ça d'1 mois. Fait que c'est là que tu vas sauver un peu de temps, en fait. Tu sais, la Ouais, saison ça se fait du finirait sens. fin mars, puis tu t'en vas en série jusqu'au mois de mai. Puis ça aurait Ouais. plus Il y aura d'allure. pas n Est-ce qu'il va y avoir la série rivalité ou Je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, cette année, il y en a eu juste 2. Puis la première, elle faisait même pas partie tu sais, durant la ouais, saison. Mais là, si tu bouges le championnat du monde au mois de novembre, ta série de la rivalité, elle te donne rien. Ça te donne rien d'en faire une au mois de novembre. Tu sais, ta série de la rivalité, non. il faudrait qu'elle soit en septembre, mettons. Mmh. Fait que, tu sais, Mais est-ce qu'ils vont. après, là, Ou après, mais là, après, ben, ça il y veut a pas dire y a que. pas tant d'avantage d'en faire après, là, tu sais, dans le sens qu'ils Tu Ben pas non. viennent de d'autres, jouer une événements, contre là. l'autre, là. Tant qu'à ça, Ben, il y a la ligue qui est faite pour ça, là. Ben exactement. Fait que moi, je pense que la série de la rivalité, on va la voir beaucoup plus en septembre ou en octobre en préparation du championnat mondial. C'est là que ça Ouais, devrait aller. Fait que là, tu viens ouais. d'effacer toutes les pauses internationales pour la LPHF. Ça permet à la Ligue de rouler, là, de ne pas perdre son momentum. Là. Fait que ça serait important. La LPHF aurait-elle dû opter pour une formule à 6 équipes qualifiées au lieu de 4 cette saison, avec un bye en première ronde pour les 2 premières équipes? Non, je Ben, pense pas. ouais. Ben, pas nécessairement, tu sais, dans le sens que ce qui va être intéressant, c'est que, avec le portrait de je pense que ça s'appelle le golden rule, là, que quand tu es Oui, éliminé du portrait des séries éliminatoires, tu commences à accumuler des points pour le premier choix au repêchage et avec 4 équipes qui vont se battre pour ça, je trouve que cette lutte-là devient encore plus intéressante que s'il y avait seulement 2 équipes puis donner un bail gratuit, sachant justement la classe de gradués qu'on a mentionné à travers toute l'année dans le balado. Donc pour moi, non, je reste avec cette formule-là de 4 puis 4 qui se battent pour, les choix au repêchage. ouais, je suis d'accord avec ça, moi aussi. Surtout si, tu sais, l'année prochaine, s'il y a 12 équipes, puis qu'on en prend 8, ben on en garde quand même 4 là, pour cette course-là. Parce que ça ne donne rien d'avoir, tu sais, une course à 2 équipes. Là, on l'a vu l'année passée, là, c'était pas, tu sais, tout s'est décidé un peu en dernier, mais il n'y a pas vraiment eu de course, tu sais, au premier choix. Tu sais, c'était un peu dommage pour ça avec 4 équipes. J'ai hâte de voir comment ça va se tramer cette année. Il reste 2 questions, les filles, avant qu'on passe aux prédictions. Il y a quelqu'un qui me demande si on va parler un peu plus de deck hockey ou de la Ligue nationale de hockey-ball féminine où jouent, là, entre autres, les F Gascon, Jade-Dany Landry et compagnie. Il paraît que c'est difficile d'avoir de la visibilité pour la Ligue. Puis il y a quand même plusieurs joueuses sur patin qui jouent aussi dans cette ligue-là. Moi, j'avoue que c'est un circuit que je suis absolument pas. Donc, c'est dur pour moi d'en parler. Avez-vous joué au deck hockey ou jouez-vous encore Ben, au deck hockey? pour le plaisir, là, tu sais, on a déjà joué dans mode de remplacer dans une ligne, exemple, à Laval, mais depuis la création de cette ligue-là, tu sais, on a beaucoup d'amis, nous, qui jouent dans plusieurs équipes. Tu sais, il y a des repêchages, tu sais, c'est une ligue nationale, là, c'est reconnu. Par contre, malheureusement, je ne suis pas la ligue, tu sais, je vois des choses sur internet que, tu sais, nos amis, publient ou des trucs comme ça, mais tu sais, j'ai pas pris le temps d'aller voir un match.
Puis je ne suis pas non plus les résultats. Je ne pourrais même pas dire quelle équipe qui est dans la ligue, là. C'est pas un manque d'intérêt, c'est juste que manque de temps. À un moment donné, si je décide de faire ça, ben, il va falloir que je laisse d'autres trucs, là, soit le coaching, soit le podcast. On travaille à temps plein, on a nos jobs, on a tout ça qui tourne autour avec la ligue, le coaching, élever un enfant. Fait que je pense que c'est juste le manque de temps dans ma journée. Mais c'est sûr que si on a beaucoup de fans qui sont intéressés par ça, ben rien n'empêche qu'on peut faire une petite recherche puis d'en parler. Mais malheureusement, je suis pas au courant de ce qui se passe à ce niveau-là, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de hockey à suivre là, entre tu sais, la LPHF, le RSEQ, la NCAA. Tu sais, il y a beaucoup de choses à suivre. Je pense que la meilleure façon, puis ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire d'ici peut-être la fin de notre saison de balado, c'est peut-être d'avoir en entrevue, tu sais, une joueuse qui participe, tu sais, qui fait les deux, là, tu sais, qui joue sur glace puis qui joue également dans cette ligue-là, puis qui pourrait venir nous en parler un peu plus. Tu sais, je pense que ce serait la meilleure façon d'avoir de l'info puis d'avoir quelqu'un qui est un peu plus informé sur le produit que nous trois qui la suivons peut-être un peu moins. Je vais faire des petites recherches là-dessus, puis ça pourrait peut-être être intéressant là, d'avoir justement, tu sais, si mettons une Jade qui joue, tu sais, autant glace que deck, ben, tu sais, que venez nous parler des deux, puis ben, en même temps, ça fera parler ça fera parler de la Ligue nationale là, de hockey-ball aussi. Fait qu'on va regarder ça. Dernière question. On voit beaucoup de joueurs de la LPHF être impliqués sur les réseaux sociaux et faire des pubs. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme une forme de distraction ou une forme d'impact sur les performances individuelles des joueuses? Et là, la personne donne un exemple, mais on voit beaucoup des filles comme Emma Maltès, Aaron Hurst, qui sont dans ce genre de publicité-là. Puis côté performance, ben, elles ont presque été invisibles aux Olympiques. Est-ce que, la personne dit, c'est une forme de revenu, mais est-ce que ça nuit indirectement à tout ce qui touche sur les performances sur la glace? Ben, moi, je pense pas. Là. Je ne sais pas sur votre avis là-dessus, mais Non. c'est des professionnels là, qui ont un horaire chargé, oui, mais qui font leurs entraînements, qui sont au match. Ça rentre dans leur horaire. Je veux dire, il n'y a pas de grand professionnel dans n'importe quel sport qui n'a pas des contrats publicitaires on the side. Puis, ça ne nuit pas nécessairement aux performances de personne. Si faire de la pub nuit à tes performances, le problème, c'est pas les pubs. Là. Le problème, c'est toi. Là. Tu sais, Ben je veux oui, dire. c'est que ça va être cancellé. Là. Si à un certain moment donné, tu n'as pas de performance, ça va être. Ils vont juste t'enlever de là. Mais tu regardes le comparable. Bon, est-ce qu'on pose cette question-là à Arbor Jackay qui fait le hamburger du shérif? Tu sais, en tout cas, pour moi, ça n'a pas rapport, honnêtement, par rapport à ses performances sur glace. Là. Je pense pas que ça a un impact qu'à cause que tu fais des pubs, tu es plus concentré sur le hockey. 100% d'accord avec ça. C'est des professionnels qui savent comment gérer leur temps. Puis, tu sais, s'ils font pas des pubs, ils vont faire d'autres choses, là. Je veux dire, à un Ils moment ont donné, des agents, là. ben Les oui, agents, et c'est tout eux qui négocient. Je veux dire, la fille fait juste se présenter à telle heure parce que ça a été mis dans son agenda. Puis on va se le dire, là, ils seront pas là pendant des heures, là. Leur temps est compté, là. Fait ah oui, que, le tournage, maquillage, coiffeur, go, on fait. Puis, à un moment donné, les filles qui sont utilisées pour faire ça, ça va pas prendre 50 takes, là. Je veux dire, c'est quelques-unes. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Puis, c'est des filles qui sont habituées, là, d'être devant la caméra, de prendre des photos, de parler, peu importe. Fait que c'est sûr que leur temps est compté, puis c'est ça. Ils passeront pas la journée au complet, à moins que ce soit vraiment un gros tournage, là. non, Mais non, les agents s'arrangent pour que ça soit fonctionnel dans leur puis, horaire, là. puis l'agent et la joueuse aussi, c'est le maximum qu'on peut donner. Là. Une joueuse qui est trop sollicitée. Tu sais, je suis pas mal sûr que Pou, elle refuse des contrats. Là. Tu sais, c'est tout à fait Ben normal. oui. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as aussi une vie, puis tu as ton entraînement, puis tu sais, tout le reste. Fait que, tu sais, moi, je vois vraiment pas ça comme un problème. OK, allons-y. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé en si grand nombre là, pour les questions. C'est toujours très, très, très apprécié. On va se refaire ça un peu plus tard durant la saison. Allons-y. Terminons le tout avec les prédictions. Kim, tu as eu une sacrifice de grosse semaine. Tu as J'étais eu, toujours dernière, t'as eu 7 points dans la dernière semaine.
Quand même, Anso en a eu 4, j'en ai eu 3. Fait que pour vrai, là, Je me félicitations. rapproche. Ce qui fait que je mène encore avec 68. Anso est deuxième à 65. Puis là, toi, t'es rendu à 64. Là. Tu traînais un peu de la patte. Puis là, tu viens de nous rattraper. Là. Donc, ça va être une chaude lutte à ce souper de prédiction à la fin de la saison. Alors, allons-y. Il y a il y a un match vendredi, un match samedi, puis il y en a 3 dimanche. Donc, allons-y en rafale. Seattle contre Minnesota vendredi. Over-under 5.5. Kim, pas Kim, Anso. Under. Under, Kim. Moi aussi. Toi aussi, tu y as avec under. Je vais y aller avec over. Qui va marquer dans le match, Anso? Seattle, Minnesota. Carpenter. Non, je vais y aller avec T'as dit Kelly ça avec Panek. Kelly Panek, elle a Kelly compté. Panek. Kelly Panek, bon choix. Kim? Moi, Carpenter. Carpenter, tu vas prendre Carpenter. Moi, je pense y aller avec Brita Curl. Qui va gagner, Minnesota ou Seattle? Anso. Minnesota. Kim? Je vais dire Seattle, moi. Moi, j'y vais avec Minnesota, surtout si c'est à la maison. Ottawa-Vancouver, samedi à Vancouver. Over-under 5.5. Kim? Under. Under. J'y vais avec under, moi aussi. Anso. Over. Over. Qui va marquer dans le match, Kim? Moi, je vais dire Jenner. Jenner. J'y vais avec Rebecca Leslie, qui est la meilleure buteuse en passant avec Coyne. Les deux, c'est pas vrai. Vraiment bien. Kaltunkova a 11 buts, mais elle et Coyne, Schofield, ont 10 buts chacune. Anso? Je vais aller avec Sarah Nurse. Sarah Nurse. Qui va gagner, Vancouver ou Ottawa? Kim? Ouf. Ils sont à Vancouver? Ils sont à Vancouver. Je vais dire Vancouver. J'y vais avec Ottawa. Tiens, je vais dire Vancouver. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai lu ça ce matin. Ça a l'air qu'on a, on commence à avoir une très, très bonne collaboration avec les sénateurs du côté d'Ottawa et on parle là, Oh. peut-être même de jouer plus de matchs au Canadian Tire Center la saison prochaine, dans les saisons à venir, là, ce qui pourrait venir peut-être pallier là, au fait qu'on éventuellement changer d'aréna. Premier commentaire que j'ai lu sous cette publication-là, quelqu'un qui a écrit « Ben moi, je vais laisser aller mes billets de saison, c'est pour être à Canada. Zéro chance que je conduis jusqu'à Canada. » Fait que c'est ça le problème de Canada. C'est tellement loin et perdu au lieu d'être dans le centre d'Ottawa que c'est tellement... Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre un aréna là à l'époque, mais tabarnouche qu'il n'a pas fait. Il n'a pas rendu service à la ville d'Ottawa, mais bon. Dimanche, 3 gros matchs. Boston-Montréal. Je vais commencer, je vais y aller over-under 5.5. Ben, je vais y aller avec under, là. En fait, on en a parlé tantôt. Est-ce qu'on est tous d'accord que c'est under? Ouais. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec... ces temps-ci, c'est la profondeur, la victoire qui marque des buts, mais en même temps, Abby Rock n'a pas marqué depuis longtemps. Je vais y aller avec Abby Rock. Anso. Megan Keller. Megan Keller. Et toi? Stacy. Stacy. Parfait. Qui va gagner? J'y vais avec Montréal est invaincu à la Place Belle. On va garder ça intact, j'ai l'impression. Anso? Montréal. Kim? Moi aussi, Montréal. Seattle, Toronto, toujours dimanche. Anso, over-under 5.5. Oh là là, Seattle, Toronto. Vas-tu marquer des buts là-dedans? Vas-tu Eh marquer là des là. buts là-dedans? On va dire under. Under? Ouais. OK. Kim? Over. C'est pas facile, Toronto, Seattle, à prédire. Je vais y aller avec under. Je vais y aller avec under. Qui va marquer dans le match? Anso? Carpenter. Carpenter. Kim?
J'ai le goût de dire Spooner. OK. Moi aussi, je vais avec Toronto. Je vais y aller avec Julia Gosling. Qui va gagner, Toronto ou Seattle? On joue à Toronto, Anso. Un comeback de Seattle. Oh! Kim? Toronto. Ouais, ben Seattle les perdra pas toutes, là. On s'entend. Puis Toronto, là, ils connaissent une bonne séquence, mais c'est pas toujours facile cette saison. J'y vais avec Seattle. Dernier Arrête match. donc de prendre les mêmes choix que moi. J'ai-tu pris les mêmes choix que toi? Ben là, oui. Under puis Seattle. OK. Je m'en rends même pas compte. Tu vois, t'as pris over Ottawa-Vancouver, j'ai pris under. Bon. Ouais, parce que t'es à l'avant. Bon. Puis Seattle-Minnesota, on n'a pas le même non plus. Bon. Mm. On joue à Denver. Deuxième match à Denver dans le Takeover Tour. New York affronte Minnesota. Over-under 5.5. Kim. Je vais dire over. Oh, OK. Anso, non, c'est à moi. J'y vais avec over, moi aussi. Ah, il dit oh, OK. Pourquoi t'es surpris puis tu prends la même affaire? Parce que j'ai réalisé que c'était New York et Minnesota. Puis j'ai dit, ah oui, OK, ça a de l'allure. En fait, ma réaction initiale était mauvaise. Bon, ben, bonne pour idée, faire en fait. l'inverse, je vais aller contre, même si je voulais aller over. Qui va marquer dans le match? Kim? Filier. Filier. Moi, j'y vais avec Kaltunkova. Moi, je vais prendre Taylor Heisey. OK. Bon choix. Et qui va gagner, New York ou Minnesota? Kim? Minnesota. Moi, j'y vais avec New York. Bon, je vais aller Minnesota. Bon, et voilà. T'es-tu contente, Lanso? Là, on a des Oui. choix différents. Oui, Hey, Anso, c'est soit qu'on le rattrape ou. Ah, on c'est est soit gagnant. qu'on- c'est parce c'est que ça. s'il prend les mêmes choix que moi, je peux pas le combler, tu comprends? Non. Hey, il reste encore bien Stratégique, là. des matchs, là, puis bien des semaines. Là. C'est loin d'être terminé. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller sur notre Discord pour avoir des discussions sur, oui, le hockey féminin, mais également tous les autres sports que Sans Restriction couvre. C'est le lien là, est toujours disponible là, à la suite de nos publications sur Instagram. N'oubliez pas non plus d'aller consulter la page hockeyféminin.ca, la page Facebook et la page Instagram pour toutes vos nouvelles sur la LPHF et les Québécoises un peu à travers le monde du hockey féminin. C'est déjà tout pour nous. Au nom d'Anne-Sophie Betté et Kim Deschaines, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!